Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je rappelle donc le plan du cours. Nous sommes en train de traiter la troisième partie du quatrième chapitre, intitulé donc à quoi sert une unité lexicale. Et donc j'avais beaucoup insisté la semaine dernière sur la question de la catégorisation. Il nous reste à aborder la question de la polysémie. Donc, je vais aborder cette question de la polysémie qui est, on l'avait vu, un des passages obligés de tous les manuels de sémantique. Je vais l'introduire par cette série d'exemples. Donc, être défendu par un avocat, manger un avocat, manger une pêche, se fendre la pêche. Alors, se fendre la pêche, je précise pour les étudiants étrangers ou les étudiantes étrangères que c'est une expression polylexicale donc qui signifie rire fortement à gorge déployée, enfin voilà, aller à la pêche, un bouton de rose, un bouton de fièvre, recoudre un bouton de sonnerie, un bouton de porte. Alors dans tous ces exemples, on remarque une chose qui est commune aux trois groupes d'exemples. Les exemples avec avocat, les exemples avec pêche, les exemples avec bouton, c'est que dans tous les cas, on a un signifiant qui renvoie à plusieurs signifiés. Donc pour avocat, on a le signifiant avocat qui renvoie tantôt au fruit, être défendu par un avocat, tantôt à un homme de loi. Le fruit, manger un avocat, tantôt à un homme de loi, être défendu par un avocat. Le mot pêche renvoie tantôt au fruit, manger une pêche, tantôt à l'action de pêcher des poissons, aller à la pêche. Et puis, bon, dans se fendre la pêche, on a un cas un petit peu particulier parce que c'est une sorte de métaphore où le fruit rond, la pêche métaphorise la tête, le visage. Enfin la tête, et donc se fendre la pêche évoque l'idée que qu'on a, transpose l'ouverture des mâchoires qui normalement accompagne un rire fort avec cette idée qu'on couperait une pêche en deux, enfin. Et puis, pour bouton, on a un bouton de rose qui renvoie à la botanique, un bouton de fièvre qui est un bouton au sens dermatologique. Recoudre un bouton, c'est un bouton donc d'un vêtement. Un bouton de sonnerie, c'est un bouton sur lequel on appuie. Puis un bouton de porte, c'est peut-être un peu moins employé aujourd'hui. On parle plutôt d'une poignée de porte, mais on peut parler aussi d'un bouton de porte. Donc c'est un peu l'équivalent d'une poignée. Donc dans tous ces cas, on a un nom. On a des noms qui ont la propriété d'avoir un seul signifiant pour plusieurs signifiés. Toutefois, on a une différence assez évidente entre les exemples de la colonne de gauche, avocat, pêche, d'un côté, et les exemples de la colonne de droite pour bouton. Prenons les exemples d'abord de la colonne de gauche, avocat et pêche. Alors pour avocat, on voit bien que les deux signifiés fruit et homme de loi n'ont strictement aucune relation entre eux. Je ne peux pas établir de lien qui, par exemple, expliquerait pourquoi j'utilise le mot avocat pour désigner un homme de loi. Quel lien il y aurait entre le fruit, l'avocat et l'homme de loi? Si je fais l'hypothèse, par exemple, que le avocat est le nom de base, le nom du fruit est le nom de base, et qu'on dériverait le nom du métier juridique avocat, ou l'inverse, si je pars de l'idée que avocat c'est d'abord un homme de loi et qu'ensuite on a utilisé ce même mot pour désigner un fruit, c'est un raisonnement que je ne peux pas tenir. Je ne peux pas dériver un sens à partir de l'autre. Ils n'ont donc aucune relation entre eux. C'est dans ce cas-là qu'on parle d'homonymie. Dans le cas de pêche,
j'ai quelque chose de similaire, tout au moins entre les signifiés 1 et 3, puisque comme on l'a vu, les signifiés 1 et 2, le fruit et rire, sont liés, eux. Hein, sont liés avec cette idée que la pêche, le fruit, est une métaphore de la tête. Donc, ces deux signifiés, le fruit et manger une pêche et se fendre la pêche, dans les deux cas, on a un lien. Mais en revanche, entre ces deux premiers signifiés et le troisième, pêche au sens de l'action de pêcher des poissons, je n'ai absolument aucune relation entre le fruit et le fait de pêcher des poissons. Donc là aussi, j'ai une relation d'homonymie. Donc vous voyez que on parle d'homonymie lorsqu'on ne peut pas du tout établir de relation entre les deux signifiés qui sont associés à un seul et même signifiant. En revanche, dans le cas de bouton, je peux dériver à partir du sens botanique, qui est le sens originel de bouton, le sens de bourgeon, hein, un bouton de rose, une rose en bouton. Bon. À partir de ce sens, en raison de la forme, hein, le bouton de fleur, c'est comme une petite boule. Donc je me sers de ce mot pour désigner un bouton au sens dermatologique, parce qu'un bouton au sens dermatologique, c'est aussi une petite boule sur la peau, d'une certaine façon. Un bouton au sens d'un vêtement, alors bon, peut-être il faut imaginer que il y a eu une époque assez longue où les boutons étaient plutôt des boules que des disques plats pour ouvrir et fermer les boutons. Donc là aussi, on a le rapport avec le premier signifié du bourgeon. Un bouton électrique, c'est la même chose, et le bouton de porte, même s'il est un peu plus gros, c'est quand même perçu comme une petite pièce. Bon. Donc, on a une analogie de forme qui relie les sens 2 à 5 au sens numéro 1. Donc là, je suis dans une situation complètement différente. Certes, dans les trois cas, j'ai un seul signifiant qui renvoie à plusieurs signifiés. Mais cette situation générale, un signifiant qui renvoie à plusieurs signifiés, doit être séparée en deux grands cas généraux. Soit les signifiés n'ont aucun rapport entre eux, auquel cas on parle d'homonymie, soit les signifiés sont reliés, et dans ce cas-là, je parle de polysémie. Alors on peut représenter les choses de la façon suivante. Vous voyez, dans le cas de l'homonymie, mon signifiant est relié à deux signifiés qui sont complètement disjoints, qui n'ont aucun lien l'un avec l'autre. Tandis que dans la polysémie, j'ai forcément une intersection, un rapport. Je peux expliquer pourquoi j'utilise le mot bouton au sens de bourgeon pour désigner un bouton au sens dermatologique. Il y a une raison, il y a une explication, une raison, il y a un lien de causalité explicable. Alors que, comme je vous le disais, encore une fois, on ne peut pas du tout expliquer l'utilisation du mot avocat pour désigner un homme de loi à partir du sens du fruit avocat, ni l'inverse. Alors, pour être plus précis, dans le cas de l'homonymie, on distingue trois grands cas. Bon, c'est une subdivision, si vous voulez, de l'homonymie, mais pour être très clair, hein, c'est très simple, ça. Donc, les cas de pêche et avocat sont des homonymes homophones homographes. C'est-à-dire qu'ils ont un signifiant oral et graphique, un seul et même signifiant oral et graphique, pour plusieurs signifiés disjoints. D'accord ? Mais dans les deux signifiés, le mot est identique dans la forme orale et graphique du signifiant. Il y a également des homonymes homophones, mais non homographes. Par exemple, un conte au sens des contes des mille et une nuits, un conte au sens d'un conte bancaire, ou un conte au sens du titre noblesse, eh bien, dans ce cas-là, j'ai bien des homonymes, mais uniquement sur le plan de l'homophonie, puisqu'ils ne sont pas homographes. Hein. Donc, c'est un signifiant oral pour plusieurs signifiés disjoints. Et puis, j'ai aussi des homonymes qui sont homographes, mais qui ne sont pas homophones. Donc, exemple, cet homme est fier, mais peut-on s'y fier ? Donc, j'ai fier
fié qui s'écrivent de la même façon, donc ils sont homographes, donc on peut les considérer comme des homonymes homographes, mais ils ne sont pas homophones, puisqu'on ne les prononce pas de la même façon. Nous éditions de belles éditions, les deux signifiants graphiques sont identiques, les signifiants oraux sont distincts. Donc dans ce cas-là, j'ai un même signifiant, mais cette fois-ci graphique, pour plusieurs signifiés disjoints. Donc, il faut bien avoir en tête ces cas, mais en général, quand on parle d'homonymes tout court, on pense plutôt aux homonymes homophones homographes. Alors, ce qui explique, si vous voulez, la disjonction des signifiés dans le cas des homonymes, c'est tout simplement qu'ils ont des étymons distincts. Ils ont les homonymes sont homonymes en raison du hasard de l'évolution phonétique qui a conduit à rapprocher des mots qui n'ont aucun lien. Alors, quand vous prenez pêche au sens de fruit, vous voyez que ça vient du bas latin persica, pêche, qui vient donc en fait, c'est un mot qui renvoie à la Perse, hein, malum persicum, qui signifie en latin le fruit de la Perse, hein, qui a été ensuite abrégé en persicum, puis pessica, et persica, persica ou pessica, qui est devenu par évolution phonétique pêche. Alors que pêcher, au sens de pêcher des poissons, vient de piscicare, hein, bas latin, piscicare, du latin classique piscari, qui est un verbe dérivé du nom piscis, poisson. Donc vous voyez que, bon, d'un côté on part de piscis et de l'autre de malum persicum. Et puis à la fin on arrive à pêche, le signifiant pêche dans les deux cas. Mais on a deux réalités, deux histoires complètement distinctes. Même chose pour avocat. Hein, advocatus, au sens d'homme de loi, le mot français avocat est emprunté au latin advocatus, qui est là aussi un dérivé nominal du verbe advocare, appeler, et tandis que l'avocat est un emprunt à l'espagnol, hein, qui vient, si on va vraiment regarder dans le détail, qui vient d'une langue d'Amérique du Sud, qui est le nahuatl. Hein. Donc une origine, mais qui n'a strictement rien à voir. Tandis que lorsque vous prenez le mot bouton, tous ces sens viennent d'un seul et même étymon. Le mot bouton, qui signifie donc d'abord en français dans les premières attestations bourgeon. Hein, puis là, donc, vous avez un petit historique des attestations. Ça, j'emprunte ces informations au TLFI. Hein, je vous le rappelle, le TLFI, c'est quand même un outil de travail extrêmement pratique pour les questions lexicales. Et vous avez toujours une rubrique étymologie et histoire à la fin. En général, dans le TLFI, vous avez la description de toutes les acceptions du mot, tous les sens. Puis à la fin, vous avez une rubrique étymologie et histoire qui vous donne donc au départ l'ordre d'apparition des différentes attestations. Donc en français, dans les années 1160-1185, on trouve bouton au sens de bourgeon. Puis ensuite, on le trouve un peu plus tard au sens de bouton de vêtement. Puis encore un peu plus tard, bouton au sens de petite boule servant à saisir certains objets, qui va donner par exemple bouton de porte, un peu après. Et enfin, à partir de 1530, donc au sens dermatologique. Hein. Donc vous avez une histoire des différentes attestations du mot bouton à partir d'un seul et même étymon, qui est un dérivé de bouter, bouter au sens poussé, avec un suffixe on qui donne bouton. Donc le bouton, c'est ce qui pousse. Bien. Alors, quand vous regardez l'article du TLFI consacré à bouton, vous voyez la description de la polysémie du mot bouton.
Et la plupart du temps, toujours, les dictionnaires présentent, lorsqu'on a une polysémie, une seule entrée, bouton, avec à l'intérieur différentes acceptions. Alors, alors évidemment, d'un dictionnaire à l'autre, les acceptions ne sont pas forcément regroupées de la même façon. Parce qu'encore une fois, les dictionnaires ne sont pas, sont des outils qui sont fabriqués par des personnes, mais qui, je veux dire, il n'y a pas des solutions uniques pour fabriquer les dictionnaires, donc il peut y avoir des variations d'un dictionnaire à l'autre. Bon, je ne vous ai pas donné d'exemple ici, mais on pourrait s'amuser à regarder comment est défini le mot bouton dans plein de dictionnaires, et on verrait qu'il y a de grandes différences, pas tellement dans la liste des attestations, mais dans la façon dont elles sont présentées. Ici, vous voyez qu'il y a une première attestation générale qui renvoie au domaine de la biologie, avec l'idée de bourgeon, et puis ensuite l'idée de bouton dermatologique. Donc, ensuite, la notion d'habillement, et puis ensuite, par analogie, les emplois techniques, boutons au sens de boutons électriques, boutons d'alarme, etc. Dans le cas d'une homonymie, je n'ai pas du tout la même présentation dans le dictionnaire. Pour avocat, je n'ai pas une entrée avocat où on me dit avocat fruit, avocat homme de loi. J'ai évidemment deux entrées. J'ai avocat 1 et puis un peu après avocat 2. Les deux, ce sont deux mots complètement différents. Ce ne sont pas deux sens d'un même mot. D'accord ? Au fond, on pourrait le dire comme ça. Dans le cas de l'homonymie, j'ai deux mots différents. Dans le cas de la polysémie, j'ai un seul mot qui a plusieurs sens. Bien. Alors, un certain nombre de linguistes se sont interrogés sur l'ensemble des relations qu'il pouvait y avoir dans le cas d'un mot polysémique à partir d'un sens de base. Donc vous avez un sens de base et puis plusieurs causalités, plusieurs façons d'expliquer le rapport entre le sens de base et le sens de telle ou telle acception. Alors, les différents opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs de la polysémie, sont les suivants. Vous avez la métaphore. Bon, par exemple, si on parle de vie en bouton, il me semble qu'il y a un exemple ici, par métaphore, vous voyez, personne très jeune, d'une extrême fraîcheur offrant des promesses de grande beauté, elle devait vivre, Dieu l'avait écrit, cher bouton de la plus belle des fleurs humaines. Ou alors ici, avec cet exemple de Barès, le charme de l'indéterminé, de ses vies en bouton. Solange, elle ne sait pas, elle est encore en bouton. Ça ne signifie pas que Solange souffre d'acné, ça signifie ici tout simplement qu'elle est dans une jeunesse qui évoque le bourgeon qui va fleurir plus tard. Donc ça, c'est un emploi métaphorique. Vous voyez ? Et d'ailleurs, le dictionnaire en général l'indique, par métaphore. Quand j'utilise cet opérateur par métaphore, ayez bien conscience que j'utilise un opérateur de polysémie. Je dis par quel moyen, par quel mécanisme je passe d'un sens de base à un deuxième sens, par métaphore. C'est une première solution. Deuxième solution, l'analogie. Alors bon, là on peut discuter, on peut considérer que la métaphore est un cas particulier de l'analogie, mais peu importe. Dans le cas de l'analogie, on va voir par exemple l'analogie de forme. On a une forme analogue, par exemple, pour passer de bouton au sens de bouton de rose à bouton au sens de bouton d'un vêtement. Bon, là j'ai une forme similaire, donc je considère que j'ai un opérateur de polysémie qui est ici l'analogie. Un autre opérateur de polysémie, c'est la métonymie. Donc, vous savez, la métonymie, c'est quand on prend la partie pour le tout, comme on dit. L'exemple classique qu'on donne depuis, en fait, tous ces exemples que je vous donne là viennent d'un texte de Robert Martin, qui est un grand linguiste, qui était d'ailleurs professeur ici. Je ne vous ai pas donné la référence, mais c'est un livre qui s'appelle Logique du sens, pour une logique du sens. Mais bon, je ne vous le mentionne pas parce que c'est un livre quand même trop technique pour la licence. Donc, il prenait l'exemple de blaireau. Alors, blaireau, vous savez, au sens d'un pinceau qui sert à mettre de la mousse à raser. Alors, à l'origine, ce blaireau, ce pinceau, était fait avec des poils de blaireau.
enfin je suppose, enfin, en tout cas c'est comme ça qu'on explique un peu les choses. Donc c'était des poils de blaireau. Donc on a utilisé pour dénommer cet objet, cet instrument, le blaireau, on a utilisé le nom de l'animal d'où sont tirés les poils qui constituent le blaireau. Donc on a bien pris une partie, on a pris le nom d'une partie de l'objet pour désigner l'objet. Bon, ça c'est la métonymie. Et puis les deux derniers cas, c'est l'extension de sens et la restriction de sens. Alors, l'extension de sens, une minute dans son sens de base, ça veut dire c'est 60 secondes. Une minute, il n'y a pas à discuter, c'est 60 secondes. Bon. Mais si vous dites à quelqu'un attends-moi, je reviens dans 2 minutes, ça ne signifie pas je reviens dans 120 secondes. Ça veut dire je reviens dans très peu de temps. D'accord ? Donc là, le mot seconde est passé d'un sens précis, d'un sens de base. Le mot minute, pardon. Le mot minute est passé d'un sens précis, 60 secondes, hein, ce qui est son sens de base, à un sens un peu élargi, c'est pour ça qu'on parle d'extension de sens, qui signifie un court espace de temps. Je reviens dans 1 minute. Ça ne veut pas dire forcément que je reviens dans 60 secondes exactement. Alors, tout dépend des emplois. Hein. Et puis, inversement, vous avez la restriction de sens. Bon, ça, c'est un exemple qu'on a déjà vu. Quand vous passez de homme, qui signifie être humain, en général, qu'il soit homme ou femme, enfant, etc., à homme, au sens d'être humain, mâle, adulte, eh bien, vous avez restreint le sens. Hein. Vous êtes passé d'un sens plus large à un sens plus restreint. Autrement dit, à un mot d'une extension plus grande à un mot d'une extension plus petite. Alors, il faut bien avoir à l'esprit, mais je vous le dis maintenant, mais j'ai peut-être prévu dans les diapositives de vous le dire plus tard, mais à quoi ça sert la polysémie ? Pourquoi vous allez me dire, mais ça apporte des complications, parce que du coup, on a un même mot qui signifie beaucoup de choses différentes. Alors là où il y a vraiment des complications, c'est c'est en raison de l'homonymie. L'homonymie, ça brouille quand même vraiment les choses, hein. Parce que les mots homonymes n'ont, comme on l'a vu, aucun rapport de sens entre eux. Mais la polysémie, c'est très utile, parce que certes, ça a l'air de compliquer un petit peu les choses, parce qu'on utilise un même mot pour signifier différentes choses, mais en réalité, c'est une économie dans les langues. C'est un procédé qui permet une économie extrêmement utile du point de vue cognitif, puisque au lieu d'avoir à inventer un nouveau mot à chaque fois, j'utilise un mot existant et je l'étends avec une procédure assez régulière, puisque vous avez vu que les opérateurs de polysémie ne sont pas si nombreux que ça. J'étends le sens à partir d'un sens de base. Donc je ne crée pas un mot nouveau, mais j'étends le sens d'un mot existant. Quand vous prenez le vocabulaire de l'informatique, par exemple, on parle du bureau d'un ordinateur. Bon, en français, hein, on aurait pu avoir un terme technique qui soit différent de bureau. Un bureau au sens du bureau d'ordinateur, mettez les icônes sur le bureau, c'est évidemment une extension polysémique par rapport au bureau en bois que vous avez dans une pièce, etc. Donc, il y a déjà eu, c'est un problème classique, hein, puisque ce qui est intéressant avec le vocabulaire de l'informatique, c'est que c'est d'apparition récente. Donc, parmi tous les mots tous les mots nouveaux dont on a besoin, puisqu'évidemment, si on remonte à une époque où les ordinateurs n'existaient pas, ou alors n'étaient pas développés comme ils le sont depuis un certain nombre d'années, en quelques décennies, on a eu besoin de créer un nombre de mots très grand
enfin très grand, assez grand, enfin, de créer toute une série de mots de vocabulaire, pour renvoyer à des réalités nouvelles. Bon, ben, on n'a pas fait que inventer des mots nouveaux ou les emprunter à l'anglais. On a aussi, par extension polysémique, utilisé des mots existants. Le bureau, la corbeille, les fenêtres, etc. Quand vous regardez le vocabulaire de l'informatique, vous avez énormément d'extensions polysémiques. Et ça ne pose pas de problème. Au contraire, on s'accoutume assez rapidement à ces acceptions nouvelles, à ces sens nouveaux, parce qu'on comprend la relation entre le sens de base et l'extension de sens. Alors maintenant, il faut aller un tout petit peu plus loin pour ne pas confondre la polysémie avec d'autres propriétés linguistiques, avec d'autres... disons pour cerner de plus près cette relation de polysémie. Donc on l'a vu, il y a deux caractéristiques principales pour que je puisse parler de polysémie. D'abord, il faut que j'ai des sens différents pour un même mot, pour une même unité lexicale, et puis il faut que ces sens soient reliés entre eux. Si cette deuxième condition n'est pas remplie, on l'a vu, on parle d'homonymie. Mais il y a deux autres conditions nécessaires, parce qu'il y a d'autres situations dans lesquelles des mots ont plusieurs sens et qui ne correspondent pas à l'homonymie ni à la polysémie. Bon. Ces deux conditions ont été exposées par un linguiste, lui aussi que j'ai déjà cité d'ailleurs, je pense, Georges Kléber, dans un article intitulé « Petit essai pour montrer que la polysémie n'est pas un sens interdit ». Et alors, il ajoute deux propriétés qui sont nommées la non-unifiabilité et la robustesse. Donc, cette première propriété, la non-unifiabilité, renvoie à l'idée que les sens doivent être vraiment disjoints. Vers là, on dit qu'ils sont différents, mais il faut vraiment qu'ils soient disjoints, non unifiables. Et puis ensuite, il faut que les sens soient vraiment liés à l'unité lexicale et pas à des variations dues au contexte. Donc on va examiner ces deux propriétés supplémentaires. Alors, d'abord, la propriété de non-unifiabilité. Alors, cette non-unifiabilité, elle peut décliner sur différents plans. Non-unifiabilité catégorielle, vériconditionnelle, de lecture sémantique, mais vous allez voir, une fois qu'on a compris la première idée, ces différentes perspectives se recoupent assez largement. Alors, non-unifiabilité catégorielle, l'idée ici, c'est qu'il n'y a pas de catégorie qui subsume les catégories dénommées par les différentes acceptions du mot polysémique. Alors, comparons donc souris et enfant. On va voir que souris est polysémique, mais que enfant n'est pas polysémique. Pourtant, enfant peut bien renvoyer à des réalités différentes. Un enfant, ça peut être un garçon ou une fille. Donc, pourquoi on ne dirait pas que enfant est polysémique, puisque ça peut désigner soit un garçon, soit une fille, après tout. Alors, l'idée ici, c'est que je n'ai pas de... dans le cas de enfant, le concept, la catégorie enfant, regroupe enfant garçon, enfant mâle, enfant femelle, si vous voulez, garçon et fille. J'ai bien une catégorie générale, enfant, qui regroupe. Donc, dans ce cas, j'ai une unifiabilité. Je n'ai pas cette propriété de non-unifiabilité. Je peux unifier, du point de vue catégoriel, ces deux catégories dans une seule catégorie générale. Par contre, pour souris au sens de rongeur d'un côté et au sens de informatique, souris d'ordinateur de l'autre, vous voyez là encore un exemple. Je parlais du vocabulaire de l'informatique tout à l'heure. Pour souris, on n'a pas... Et là, vous voyez, on n'a jamais utilisé, autant pour bureau, on dit parfois desktop, mais pour souris, en France, en tout cas en français, on n'a jamais utilisé d'emprunt pour souris. On a tout de suite utilisé le mot souris. Bon, c'est quoi souris? C'est une extension par analogie de forme, parce que la souris d'ordinateur, avec elle évoque
le corps d'une souris avec la queue qui est attachée au corps principal. Bon, donc là, j'ai encore avec souris une polysémie avec un opérateur d'analogie de forme. Bon. Mais quand vous prenez la souris d'ordinateur et la souris rongeur comme deux catégories, on ne peut absolument pas imaginer une sorte de catégorie générale qui regroupe souris au sens de rongeur et souris au sens de souris d'ordinateur. Je ne peux pas du tout faire la même chose que ce que j'ai fait avec enfant au sens de garçon, enfant au sens de fille, qui tous les deux sont dans la grande catégorie générale enfant. Bon, ça c'est la non-unifiabilité au sens catégoriel. Bon, on peut la décrire aussi en termes de conditions de vérité, non-unifiabilité vériconditionnelle. On a vu cette notion de condition de vérité quand on a parlé un petit peu de Frege il y a quelques semaines. Bon, Kléber formule la chose de la façon suivante. L'attribution d'une valeur de vérité s'établit au niveau de chaque lecture particulière, dans le cas de la polysémie, et non au niveau d'une interprétation qui rassemble les différentes lectures. Alors, par exemple, si vous dites « Paul n'a pas d'enfant », c'est faux si Paul a soit un garçon, soit une fille. Alors que si vous dites « Paul n'a pas de souris », c'est vrai si Paul a une souris d'ordinateur ou bien une souris au sens animal, au sens du rongeur. Autrement dit, pourquoi ça ne fonctionne pas de la même façon? Paul n'a pas de souris, Paul n'a pas d'enfant. Parce qu'au fond, quand vous dites Paul n'a pas de souris, au fond, vous ne savez pas de quoi il parle. Est-ce qu'il parle d'une souris d'ordinateur ou rongeur? Bon. Donc, tout ça va être évacué par le contexte. Mais quand on dit Paul n'a pas d'enfant, les deux possibilités véhiculées, enfin les deux référents possibles de enfant, garçon ou fille, sont impliqués dans la notion d'enfant. Donc ça marche si Paul n'a pas d'enfant, s'il n'a ni garçon ni fille. Bon. La non-unifiabilité au sens des lectures. En cas d'ambiguïté, on ne peut pas unifier les deux lectures. Bon, c'est un peu la même idée, mais présentée autrement. Si je dis Paul voudrait un enfant, c'est-à-dire que ce soit un garçon ou une fille, peu importe, il voudrait un enfant. Bon. Mais Paul voudrait une souris, je ne peux pas, je dois l'interpréter soit dans un sens de souris, soit dans l'autre. Au sens sémantique, c'est la même chose. Il n'y a pas un sens général qui rassemble les différentes lectures de l'unité lexicale polysémique. Alors là, il donne un autre exemple. Quartier n'est pas tout à fait équivalent à partie de, parce qu'on peut dire un quartier de viande, un quartier d'une ville. Donc là, ça marche. C'est une partie de viande, partie d'une ville. Quartier des femmes, c'est une partie d'un endroit, d'une ville dans laquelle, qui est caractérisée de cette façon-là. Mais je ne peux pas parler du quartier d'un livre pour parler d'une partie d'un livre, ou d'un quartier d'une symphonie pour parler d'une partie d'une symphonie. Bon, donc il y a là aussi, il n'y a pas de lecture générale de catégorie pour l'ensemble de la polysémie. Et puis, un test possible, c'est que dans le cas de veau, dans le cas de cet exemple, veau, vous avez une polysémie parce qu'on peut penser au veau, l'animal, ou au veau, la viande de veau. D'accord? Bon, mais comme j'ai de la polysémie, je n'ai pas d'unifiabilité. Je ne peux pas regrouper ces deux sens de veau en un seul. Et ça se traduit syntaxiquement par le fait que je ne peux pas parler avec une coordination de l'animal en utilisant l'adjectif rapide et de la viande en utilisant l'adjectif tendre. Je ne peux pas dire ce veau est rapide et tendre. Oui ? Oui, alors effectivement, on peut l'utiliser comme une figure de style, mais en tout cas,
le fait que ce soit une figure de style montre qu'on a un écart par rapport à une norme. Bon, alors, donc ça c'est la non-unifiabilité. Dans le cas d'un mot comme enfant, qui peut effectivement renvoyer à deux réalités différentes, je n'ai pas de polysémie. J'ai un sens qu'on va dire indéterminé, par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment une propriété. Ça signifie, autrement dit, du point de vue de la catégorisation, puisqu'on a insisté là-dessus, sur ce point la semaine dernière, que dans le cas de la polysémie, j'ai bien un seul mot, certes, qui a plusieurs sens. Je ne suis pas comme dans le cas de l'homonymie, où j'ai deux mots. D'accord ? J'ai un mot qui a plusieurs sens. Mais, très clairement, ce mot renvoie à deux catégories distinctes. Dans la polysémie, avec un seul mot, j'obtiens une possibilité de dénomination avec deux catégories. Et justement, ce que dit Kléber ici, c'est que ces deux catégories, elles sont vraiment bien distinctes pour que je puisse parler de polysémie. Si ces deux catégories peuvent être unifiées dans une seule grande catégorie, ça n'est plus de la polysémie. Alors, le deuxième cas de figure, la deuxième propriété pour compléter cette notion de polysémie, c'est la robustesse, parce que vous avez des cas comme ça. Alors ça paraît un peu bizarre, mais c'est parce que c'est un exemple. Cet exemple, l'omelette est partie sans payer. C'est un exemple qui est repris par des linguistes. Bon, donc c'est un exemple traditionnel. On peut dire par là, dans un restaurant, comme le patron ou le serveur du restaurant, il ne connaît pas le nom des personnes qui sont là. Hein. Donc, pour désigner un individu, on va le désigner, par exemple, c'est une possibilité, par le plat qu'il a choisi. Donc, quand je dis l'omelette est partie sans payer, je veux dire la personne qui avait commandé une omelette est partie sans payer. D'accord ? Bon, alors, est-ce que je vais dire que j'ai de la polysémie ? Puisque là, après tout, j'ai omelette qui signifie une préparation à base d'œufs, etc. Et puis j'ai omelette qui peut désigner une personne. D'accord ? Quand je dis l'omelette est partie sans payer, je parle d'une personne. Bon. Donc j'ai bien, encore une fois, un mot qui renvoie à deux réalités différentes. Alors, est-ce que c'est de la polysémie, ça ? La réponse de Kléber, c'est non. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, parce que il faut d'abord, la première condition, c'est que la source des lectures, des interprétations différentes, des acceptions différentes, des sens différents du mot, soit bien dans l'unité lexicale. C'est l'unité lexicale elle-même, et rien d'autre, qui doit provoquer la polysémie. Donc ça oppose, d'une part, la polysémie ou locution figée. Si je prends, là c'est un exemple, arbracam. Bon, arbracam, c'est une pièce de mécanique faite à partir du mot arbre. Bon, mais on ne peut pas dire que le sens de arbracam, je dois le dériver du sens de arbre. C'est-à-dire que dans les locutions figées, la polysémie vient non pas du mot lui-même, mais provient du figement. Je sais pas moi, si vous prenez une table de multiplication, et par rapport à une table... non, là c'est pas un bon exemple, pardon, parce que là c'est quand même de la polysémie. Prenons... à la table ronde au sens de réunion. Le fait que table ronde puisse signifier réunion ne peut pas être dérivé du sens du mot table, comme tout à l'heure, je pouvais dériver le bouton dermatologique, le bouton au sens dermatologique, du sens de bouton, fleur, bourgeon. Pourquoi ? Parce que
le fait que table ronde signifie quelque chose de particulier vient du figement lui-même, vient du fait qu'on a effectué une opération linguistique particulière, qu'on a construit une unité lexicale particulière avec table et avec ronde, et donc on a introduit un autre paramètre là. Je veux dire, c'est pas juste le mot table qui a permis ça, tout seul. Hein. Bon. Donc, ça montre que dans une construction figée, l'écart de sens, enfin la variation de sens entre par exemple un non-noyau d'une expression figée et puis l'expression figée elle-même ne peut pas être interprété en termes de polysémie. Et puis, le cas de l'omelette est parti sans payer est à considérer comme un cas de polysémie qui n'est pas une polysémie lexicale. En fait, si vous... Enfin, je veux dire, vous comprenez bien que si je parle de polysémie, je parle de situations dans lesquelles je vais pouvoir avoir dans un dictionnaire les différents sens du mot. D'accord ? Mais il va de soi que pour l'omelette est partie sans payer, vous n'allez jamais avoir, si vous cherchez omelette dans le dictionnaire, le sens de personne qui mange une omelette. Il faudrait mettre ça avec évidemment avec tous les mots, ça pourrait être, je sais pas moi, le steak frites est parti sans payer, alors à ce moment-là, il faudrait mettre steak frites, personne qui mange un steak frites, enfin ça n'a pas de sens. Donc vous voyez bien que là, le phénomène qui se produit quand je passe de omelette au sens de préparation à base d'œufs, au sens de personne qui mange une omelette ou qui a mangé une omelette, ça n'est pas du tout un phénomène lexical, mais c'est un phénomène de discours qui fait que, d'une manière générale, je peux utiliser la métonymie, c'est-à-dire utiliser un nom, un mot, enfin là en l'occurrence un plat, pour désigner la personne qui mange le plat. Mais ça c'est une propriété générale, ce n'est pas une propriété qui est attachée à l'unité lexicale. Ça marche avec n'importe quel plat. Donc, ça ne respecte pas la propriété de robustesse, au sens où cette propriété de robustesse, elle renvoie à cette idée que la polysémie doit être, enfin, disons, la source de la polysémie doit être dans l'unité lexicale elle-même. Là, tout à l'heure, avec la locution figée, la source de la polysémie, elle était dans le figement, pas uniquement dans l'unité lexicale. Là, dans le cas de l'omelette est partie sans payer, la source de la polysémie, elle est dans la construction discursive, dans le fait que je peux discursivement utiliser une métonymie et donc prendre un mot pour désigner une partie. Ça n'est pas enregistré dans la polysémie de l'unité lexicale. Et puis bon, il y a aussi un autre cas, qui est le cas des sens figurés en discours. C'est-à-dire, par exemple, dans la poésie, un mot peut signifier quelque chose qu'il n'a pas du tout l'habitude de signifier. Si je prends chez Rimbaud « Je me suis baigné dans le poème de la mer », cette idée qu'on peut interpréter le poème de la mer au sens où la mer est un poème, sens de Rimbaud. D'accord ? La mer est un poème. Bon. Alors, est-ce qu'il va falloir inscrire dans le dictionnaire, dans l'entrée mer, un sens, ça signifierait poème. Évidemment que non. C'est ici un effet de sens discursif et le sens que donne Rimbaud au mot mer est un sens obtenu en discours dans un certain texte qui a une certaine, disons, qui appartient à un type de texte poétique, etc., etc. Encore une fois, le sens, le deuxième sens, l'autre sens, le fait que mer puisse signifier poème, n'est pas dans l'unité lexicale. Il est dans l'emploi de l'unité. Donc, on distingue au moins deux niveaux de fonctionnement des figures. Le niveau de la langue, où on peut avoir des métaphores, des métonymies, etc.,
qui sont donc des opérateurs de polysémie, comme on a vu. Et puis, au niveau du discours, vous avez de la polysémie, mais qui est systématique, c'est-à-dire qui peut être utilisée, par exemple ici, la polysémie discursive pour l'omelette et partie sans payer, qui n'est pas du tout attachée à l'unité lexicale, mais qui est une construction discursive. Ou alors, si on est créatif, dans une perspective, enfin dans une construction créative, il y a les figures inventives, par exemple ce que Ricoeur appelle la métaphore vive, dont on a déjà parlé dans des cours précédents. Alors, cette conception de la polysémie, à partir donc d'un sens de base et puis d'un certain nombre de propriétés, des possibilités de passer comme ça d'un sens à l'autre avec des opérateurs d'analogie, de métaphore, d'extension de sens, de restriction de sens, de métonymie, qui soient, comme on vient de le voir, vraiment attachés à l'unité lexicale. C'est une théorie de la polysémie qui est quand même assez largement partagée, mais contestée par certains auteurs. Et je vous donne juste pour la comparaison un exemple d'une autre perspective linguistique sur la polysémie qui part de l'idée que, en fait, dans les emplois d'un mot, il n'y aurait pas un sens de base dont les autres seraient dérivés. Par exemple, pour bouton, on a le sens de bourgeon au départ, qui par dérivation et par différents opérateurs de polysémie donne les boutons au sens dermatologique, etc., etc. Eh bien, certains auteurs ont tenté de décrire ces phénomènes différemment, en mettant tous les sens sur le même plan. Alors, par exemple, là c'est un exemple pour boîte. C'est donc une citation de l'un des auteurs de ce livre dans lequel cette idée est défendue, mais qui est un livre plus général, qui est assez compliqué, vraiment, je vous le mentionne comme ça, ce livre de Cadio et Visetti pour une théorie des formes sémantiques, mais bon, je pense qu'il est très difficile d'accès pour le niveau licence, donc je vous donne juste une citation là qui est extraite d'un article de Pierre Cadio. Dans les dictionnaires usuels du français, le mot boîte est défini à partir d'une valeur de base correspondant à un prototype matériel ou perceptuel. Bon, donc là, c'est l'idée qu'il y a une valeur de base, et lui va dire une valeur de base et des valeurs dérivées. Lui va dire qu'il n'est pas d'accord avec ce point. Les très nombreux composés, introduits de manière alternante par des prépositions à ou de, qui ne se conforment pas à ce prototype. Par exemple, boîte aux lettres, boîte d'essieu, boîte de nuit, sont décrits sous les rubriques fourre-tout de spécialité, analogie, parfois aussi métaphore. Vous voyez qu'il conteste l'idée qu'on puisse dériver le sens de certains emplois du mot boîte d'un sens de base, qui serait la boîte. Je n'ai pas cherché de définition, on pourrait regarder dans le défi, mais une boîte, ce serait une sorte de de contenant, ayant souvent un couvercle, etc. On pourrait définir un sens de base et puis dériver d'autres sens. Alors vous remarquerez qu'il utilise, par exemple, si on prend boîte de nuit, dans la perspective de Kléber, le problème ne se pose pas. Là, c'est plus de la polysémie, c'est du figement, donc c'est un autre phénomène. Mais lui, il essaie de rendre compte de tous les emplois de mots boîte à partir d'un sens de base. À ce mode de présentation, une approche non dictionnérique, mais de sémantique lexicale, suggère d'opposer le principe d'un stéréotype intentionnel ou concept suggère d'opposer le principe d'un stéréotype intentionnel ou concept formulé en termes exclusivement fonctionnels, contenir X et produire ou fournir Y. Donc vous voyez que c'est une perspective, mais qui atteint un niveau théorique. Pour eux, donc, le sens de boîte qui marche
avec tous les emplois, c'est que boîte se définit par contenir X et produire ou fournir Y. Bon, c'est très abstrait, évidemment, c'est un concept très abstrait. Hein. Et donc, leur idée, c'est qu'à partir de ce concept très abstrait, il y a des sortes de variations qu'on opère, hein, des profilages, si on veut, pour obtenir le sens voulu dans boîte de nuit, dans boîte aux lettres, dans boîte à chaussures, etc. Bon, donc, mettant a priori les quasi innombrables usages du mot sur un pied d'égalité, cette description permet de rendre justice à cette variété, à cette productivité, grâce à une mécanique flexible d'ajustement entre l'instruction stéréotypique. Donc l'instruction stéréotypique, c'est dire que dès que j'ai boîte, je comprends contenir quelque chose et fournir quelque chose. L'instruction stéréotypique générique et les contraintes matérielles spécifiques. C'est-à-dire que le contexte va me donner des informations supplémentaires qui vont me permettre de réorienter ce sens-là. Bon, oui. On renonce à? Ah oui, on ne peut plus faire un dictionnaire. C'est-à-dire que, c'est pas tellement qu'on ne peut plus faire un dictionnaire, mais comme ils le disent assez bien, c'est une perspective différente de la perspective du dictionnaire. Hein. Bien sûr que ces auteurs ne vont pas dire que le dictionnaire ne sert à rien, mais simplement, ce qu'ils veulent dire, c'est que la représentation du sens que nous fournissent les dictionnaires n'est qu'une représentation du sens parmi d'autres, et qu'on peut se représenter le sens différemment. C'est-à-dire, quand je dis le sens, je veux dire les variations de sens d'un même mot. Donc, en gros, vous avez sur le marché théorique deux possibilités pour un mot qui a plusieurs sens. Vous avez soit, vous avez un système hiérarchique où vous avez un sens de base et vous dérivez les autres sens. Donc, c'est une théorie un peu hiérarchisée. Il y a un sens quand même de base qui a une justification référentielle. Hein. Et puis, à partir de ce sens de base, vous avez d'un côté les opérateurs de polysémie qui vont permettre d'obtenir des sens variés à partir de ce sens de base. Et puis, à côté, vous avez les phénomènes de figement qui vont transformer ce sens de base avec d'autres paramètres, avec donc une plus ou moins grande iconicité, c'est ce qu'on va voir sous un autre aspect, je pense, la semaine prochaine. Donc ça, c'est le premier cadre théorique. Un sens de base, une théorie un peu hiérarchisée avec un sens premier et puis des sens seconds. Et l'autre théorie, c'est n'avez pas un sens premier d'où tous les autres dérivent, mais une valeur sémantique très très générale dont tous les emplois sont dérivés, mais cette valeur sémantique générale, elle ne correspond pas à un emploi particulier. Alors c'est un peu, on verra, je vous en reparlerai, cette idée, cette façon de concevoir le sens est un peu dérivée d'une perspective guillaumienne. Bon, alors, avec ce point, nous avons donc achevé cette partie sur à quoi sert une unité lexicale. Je vous donne quelques conclusions sur ce point. Donc, on a vu que les catégories naturelles, par opposition donc à la catégorisation scientifique, objective, etc., les catégories naturelles sont organisées d'une façon prototypique, que la catégorisation s'effectue plus spontanément au niveau de base, par opposition au niveau supraordonné ou subordonné. On a vu que le degré d'appartenance à la catégorie dépend du degré de similarité avec le prototype. Voilà, on peut faire un lien avec l'analogie, ça je n'en ai pas beaucoup parlé, mais passons, c'est pas très grave. Et puis donc, les mots dénominatifs, les unités lexicales renvoient à des catégories. Et dans les langues naturelles, les mots dénominatifs sont le plus souvent polysémiques. C'est normal, à partir du moment où vous avez compris que la polysémie est un principe d'économie dans le lexique, est un principe d'économie, ou comme je dis ici, un moyen d'extension du lexique.
vous comprenez pourquoi la polysémie est très fréquente dans les langues. Parce que partout où on pourrait supprimer la polysémie, le seul moyen de la supprimer, c'est d'inventer un mot nouveau ou d'emprunter un mot nouveau, etc. Bon, alors il y a un autre moyen d'étendre le lexique, c'est le figement. C'est-à-dire que si vous voulez trouver des noms pour désigner des réalités nouvelles, ben et si vous ne voulez pas créer un mot nouveau, ni emprunter un mot à une autre langue, vous avez ces deux possibilités. Vous utilisez uniquement les mots que vous avez dans votre langue. Et là, pour désigner des réalités nouvelles. Et là, de deux choses l'une. Soit vous faites de la polysémie, comme on vient de le voir, c'est-à-dire vous prenez un mot existant et vous faites une extension à partir du sens de base. Soit vous faites du figement. Vous prenez des mots qui existent, vous prenez table, vous prenez ronde, ça existe, et puis vous donnez à cette séquence table ronde un sens différent, qui est un peu motivé quand même. Parce que quand je dis table ronde, l'idée de table évoque quand même un peu, on comprend que table ronde, une fois qu'on vous a expliqué que table ronde signifie réunion, vous comprenez pourquoi on utilise ces mots-là pour dire réunion. Mais n'empêche qu'on a utilisé des mots existants et on a fait en sorte que leur combinatoire produise un sens différent de la combinatoire habituelle. Donc vous voyez que pour étendre le lexique à partir du vocabulaire existant, vous avez ces deux moyens. Vous pouvez étendre par polysémie ou étendre par le figement. Dans les deux cas, vous n'utilisez aucun mot nouveau, vous ne prenez que les mots déjà existants, mais vous réussissez à désigner des réalités nouvelles, soit par une opération à partir d'un sens de base, une opération de polysémie à partir d'un sens de base, soit par une opération qui joue cette fois-ci sur la combinatoire, et vous modifiez la combinatoire habituelle à partir de mots existants. Bon, on pourrait s'amuser, je prenais l'exemple du vocabulaire de l'informatique, mais on pourrait s'amuser à regarder un peu toutes sortes de mots du vocabulaire de l'informatique pour voir comment ils ont été construits. Il y a des emprunts, bien sûr, à l'anglais, mais il y a aussi ces deux cas-là. Dans le développement de l'enfant, on voit bien comment ces procédés sont utilisés. Ce sont des procédés tout à fait naturels. Un enfant, par exemple, avant de connaître, qu'est-ce qu'il utilise Bon, alors c'est une spécificité du français, puisque on ne désigne pas, on ne fait pas la différence. Avant de connaître le mot orteil en français, que dit un enfant pour désigner les orteils? Vous savez pas? Les doigts de pied. Oui. Les doigts de pied, c'est du figement. Il a utilisé. Alors, évidemment, il y a des langues dans lesquelles on ne fait pas la différence. Ou comme... bon, bref. Mais tant qu'on n'a pas le mot pour désigner... Donc, quand il dit doigt de pied, il n'imagine pas qu'il y a des doigts comme les doigts qui sont aux pieds. Il y a bien un figement. Mais il a utilisé les mots qu'il a à disposition. Même chose, un autre exemple classique, c'est avant l'apparition et la maîtrise du mot narine, les enfants disent les trous de nez. Voilà. C'est parlant. C'est du figement. C'est un procédé tout à fait naturel. Pour fabriquer, pour avoir... J'ai besoin d'une dénomination nouvelle. C'est pas de la désignation, c'est bien de la dénomination. Pour obtenir une dénomination nouvelle, j'utilise donc du lexique existant et je fabrique, j'utilise une combinatoire différente. Alors, le phénomène naturel de la polysémie existe aussi. Il y a un exemple, je repense à un exemple là,
C'était dans une publication sur ce genre de sujet. Un enfant qui ne sait pas dire éplucher, pour éplucher une banane, c'est attesté ça, il va dire, il déshabille la banane. Déshabille la banane, ben voilà, il a fait une extension polysémique de déshabiller, par métaphore. Il a utilisé un mot qu'il avait à disposition, il l'a étendu. Donc ça, ce sont des mécanismes cognitifs spontanés chez les enfants. Et ce n'est pas du tout étonnant qu'on retrouve le même type de mécanismes dans l'évolution des langues et dans les structures des langues. Bien, voilà, on a vu les différentes caractéristiques de la polysémie. Le fait qu'il y ait des opérateurs et puis le fait qu'il y ait ces deux propriétés de non-unifiabilité et de robustesse. Bien. Alors, maintenant, donc, on va aborder, mais on va faire une petite pause avant, on va aborder la question de la formation de l'unité lexicale. Donc là, je vais vous rappeler des choses sans doute que vous connaissez déjà, mais on va essayer de les organiser un petit peu. Donc les notions de morphème, préfixe, suffixe, bon, on va revoir ça assez rapidement, c'est très simple. Et ensuite, on s'interrogera sur la question du degré d'iconicité des unités lexicales. Mais donc, comme je le disais auparavant, nous allons prendre une pause de 10 minutes pour conserver suffisamment d'attention. Voilà. Bien, alors, donc pour cette nouvelle partie, je vais utiliser ce livre d'Apothélos, Denis Apothélos, La construction du lexique français, qui est une très bonne référence. Je vous montrerai la couverture tout à l'heure. Je vais commencer donc par le plus simple, c'est-à-dire, et bon, il faut bien commencer par là, par la question des morphèmes, et donc des morphèmes dans leur définition générale. Alors, parce qu'on va avoir besoin de cette notion de morphème pour décrire la formation des unités lexicales. Alors, d'abord, il faut distinguer les morphèmes lexicaux des morphèmes grammaticaux. Bon, ça, je n'y reviens pas, mais on a vu, le morphème, on peut le définir d'une manière générale comme une unité de sens. On dit parfois unité minimale de sens, ce qui n'est pas toujours vrai, mais bon, c'est une définition provisoire acceptable. C'est une unité de sens. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'abord la distinction entre les morphèmes qu'on appelle libres et les morphèmes liés. C'est-à-dire, quand vous prenez précaire, c'est un morphème libre, mais si vous prenez précarité, le mot précarité, c'est un mot construit avec une base ou un radical, donc, et un suffixe, it, mais ces éléments précaires et it ne sont pas libres, peuvent pas être utilisés seuls, autonomes, d'une manière autonome. Donc, on parle dans ce cas-là, dans le cas des morphèmes liés, on parle de affixes. Ce sont des affixes. Donc, dès qu'on a un morphème lié, on a un affixe. Il n'y a pas de nom particulier pour les morphèmes qui ne sont pas liés. Disons que, oui, non, il n'y a pas de nom pour ça. Alors, à l'intérieur des affixes, on distingue deux grandes classes, les affixes flexionnels d'un côté, les affixes dérivationnels de l'autre. Alors, les affixes flexionnels ne construisent pas un nouveau mot, mais créent une forme nouvelle d'un lexème. D'accord ? Par opposition aux affixes dérivationnels qui créent un lexème nouveau. Alors, les affixes flexionnels, on les voit ici, c'est le genre, le nombre, le temps, l'aspect, le mode pour les verbes. Donc, quand je change quand je change, c'est-à-dire quand je remarque, disons,
quand je considère le pluriel d'un nom, pas une table, des tables, bon, le est, l'ajout du est comme morphème de pluriel, ne crée pas un mot nouveau, c'est une forme nouvelle du mot table. Alors que si je passe de table à tablette, je n'ai pas une forme nouvelle du mot table, mais j'ai bien un mot nouveau. Donc vous pouvez opposer table au singulier versus table au pluriel, qui est donc un changement au moyen d'un affixe flexionnel, à table versus tablette, qui est un changement sur le plan de l'affixe dérivationnel et qui cette fois-ci crée un mot nouveau. Bon. Pour les affixes flexionnels, on a une certaine systématicité. Certaines systématicités. En français, vous fabriquez du pluriel en ajoutant un S, un X parfois rien, mais d'une manière générale, un S. Ça marche avec un très très grand nombre de mots. Alors que les affixes dérivationnels, eux, même s'il y a une certaine régularité, vous ne pouvez jamais calculer, prévoir vraiment la possibilité de la construction. Par exemple, si vous considérez le suffixe age, qui forment des noms à partir de verbes. Par exemple, vous avez sécher, qui va donner séchage, truquer, qui va donner trucage, balayer, qui va donner balayage, laver, qui va donner lavage. Mais, donc on pourrait dire, je peux toujours fabriquer un nom à partir d'un verbe en utilisant le suffixe age. Mais ça n'est pas du tout régulier. C'est-à-dire que, par exemple, pour manger, vous ne pouvez pas fabriquer mangeage. Pour dormir, vous ne pouvez pas fabriquer dormage. Pour tricher, vous ne pouvez pas fabriquer trichage, etc. Bon. Enfin, trichage, oui, enfin, on pourrait l'entendre. Hein. Un enfant pourrait le produire. D'ailleurs, bon, vous êtes trop jeune pour avoir peut-être connu ça, mais il y avait une émission d'Ardisson, animé par l'animateur Ardisson, là, qui, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, Lunettes noires pour nuit blanche peut-être, et il y avait un jeu dans cette émission qui consistait à, ce qu'il appelait le blind test, c'est-à-dire à trouver les auteurs et les titres de musique qu'on passe comme ça. Et puis donc c'était une émission humoristique, hein, donc il y avait deux groupes de personnes célèbres, plus ou moins célèbres, qui devaient deviner les musiques qui passaient. Et puis évidemment certains soufflaient. Et je me souviens que dans cette émission, l'animateur avait une formule en disant « s'il y a soufflage, il y a trichage ». Bon, alors c'est évidemment une façon amusante de présenter la chose, mais il fabriquait ce mot trichage qui n'existe pas en français, mais que tout le monde comprend. Hein. Et ça aussi, c'est un phénomène qu'on observe très souvent chez les enfants, qui produisent des dérivés qui ne sont pas stabilisés dans la langue, mais qui sont au fond des mots possibles. Hein. Bon, il y a le cas célèbre qu'on cite souvent de Ségolène Royal qui a produit bravitude au lieu de bravoure, etc. Mais bon, je veux dire que ces affixes dérivationnels, ils permettent de concevoir des mots possibles, mais qui ne sont pas forcément attestés dans une langue. Dans le système de la langue, il y a la possibilité de fabriquer un nom en âge à partir d'un verbe, mais certains de ces noms sont validés par la norme et d'autres non. Bon. En tout cas, ce que je veux faire remarquer ici, c'est que la systématicité qu'on a dans le cas des affixes flexionnels, par exemple j'ajoute un S, ça marche avec table, chaise, avec des centaines de noms. Bon, une suffixation en âge, par exemple, ça marche avec un petit nombre de verbes, un certain nombre de verbes, bon. Mais pas avec tous, il n'y a pas de régularité. Et puis, les affixes flexionnels forment une liste fermée, tandis que les affixes dérivationnels forment une liste ouverte. Donc les affixes dérivationnels, ce sont les préfixes et les suffixes. Bon, les infixes, c'est très rare, ça n'existe quasiment pas en français. Et en termes de vocabulaire technique,
On doit distinguer la base du radical de la racine. On parle de base lorsque on considère l'élément sur lequel opère un affixe. Par exemple, le suffixe ation, et le suffixe ation est ajouté à la base nationalise. Ça, je veux dire qu'on peut. C'est vraiment une question de décision de vocabulaire, de décision de terminologie. Nationalise est la base du suffixe ation. Et le radical, ce sera, pour nationalisation, ce sera nation, c'est-à-dire le morphème lexical une fois que j'ai enlevé tous les affixes dérivationnels. D'accord ? Bon, mais au fond, c'est assez instable dans la terminologie linguistique, cette utilisation de base ou de radical. On trouve des emplois inverses de ce que je vous indique ici. Bon, c'est pas très fixé tout ça. Bon, on parle aussi de racines en diachronie, pour parler d'éléments formateurs, mais qui n'existent pas dans la langue. Par exemple, dans respirer, on a une forme spire qui vient de spirare, qu'on retrouve dans inspirer, expirer, etc. Mais spire n'appartient pas à la langue française. Donc, on parle de racines dans ce cas-là. Là, en revanche, là, c'est très net la distinction entre racine d'un côté, radical et base de l'autre. Bien. Et puis, je le disais, les affixes flexionnels, genre, nombre, et pour les verbes, le temps, l'aspect, le mode. Donc, ce qui peut varier. Alors maintenant, à partir de là, on peut examiner les différentes façons de former des mots dans une langue. Par exemple, imaginez, soit on considère historiquement comment les mots sont apparus dans la langue, soit on considère les moyens dont on dispose pour créer un mot nouveau, quand j'en ai besoin, pour une réalité nouvelle, par exemple. Bon, alors, il y a le premier cas, le plus simple, c'est l'emprunt. Vous empruntez le mot à une autre langue. Alors, exemple en français, shopping, mailing, qui sont des emprunts à l'anglais. Un cas particulier de l'emprunt, c'est le calque. C'est-à-dire que le mot souris a été directement calqué sur mouse en anglais, comme gratte-ciel est le calque de skyscraper. Donc là, on n'a pas emprunté le mot anglais, mais on a emprunté la traduction du mot. Bien. Donc voilà, on parle de calque dans ce cas-là. Ensuite, vous avez la dérivation affixale. Donc, par exemple, nationalisation. Bon, donc ça peut être préfixe, suffixe, tout ce que vous voulez, mais bon, il y a des affixes. Ensuite, vous avez la dérivation non affixale. Donc, une dérivation, mais sans affixe. Donc là, je fabrique un mot nouveau en partant d'une base et en ajoutant des préfixes ou des suffixes. D'accord ? C'est un moyen de... Pour la dérivation non affixale, j'ai la conversion, c'est-à-dire je change la catégorie grammaticale du mot, je change la classe grammaticale du mot sans rien changer d'autre. Donc je passe de l'adjectif portable au nom importable. Un cas particulier, c'est le cas de l'antonomase, c'est-à-dire quand on passe d'un nom propre à un nom commun. Ensuite, vous avez le figement, c'est-à-dire qu'on appelle aussi parfois la composition. Bon, donc sans-abri, grand-père, chasse d'eau, etc. Donc là, on a déjà un petit peu parlé, vous vous souvenez, avec l'exemple de casser sa pipe, etc. Bon, là, le cas du figement s'analyse en termes de degré de figement et de est-ce que certaines variations sont possibles ou pas. La composition savante est un cas particulier du figement. Et dans ce cas-là, on utilise des morphèmes lexicaux, mais qui ne sont pas libres, mais qui ne sont pas pour autant vraiment des affixes. Par exemple, dans bibliothèque, comme ce sont des mots issus du grec ou du latin, le mot biblio n'est pas autonome, tech non plus. Mais à partir de tech, je peux fabriquer ludothèque, médiathèque, DVD-tech, etc. Enfin, bon, je peux fabriquer tout ce que je veux, même sans avoir une idée très claire de ce que signifie tech. Mais bon, je ne peux pas pour autant le considérer comme un suffixe. C'est un élément formateur, mais qui n'est pas autonome.
Vous avez ce qu'on appelle le mot valise, qui est un mélange de composition et de troncation. Donc alicament, c'est un aliment qui est un médicament. Donc là, j'ai pris aliment, je l'ai coupé, c'est la troncation. J'ai pris médicament, je l'ai coupé, j'ai gardé cament, et j'ai fabriqué un mot alicament, qui est un mélange des deux, c'est un mot valise. Ensuite, vous avez trois autres phénomènes un peu périphériques, disons, mais la troncation, donc vous coupez, vous dites périph' au lieu de périphérique, appart au lieu d'appartement. L'acronymie UNESCO, que vous prononcez de manière syllabique, si j'ose dire. On dit l'UNESCO, on ne dit pas l'UNESCO, d'accord? Alors que pour la RATP, vous ne dites pas la RATP, vous dites bien la RATP. Donc on peut distinguer l'acronyme où on prononce l'acronyme comme un mot, en quelque sorte, alors que dans la siglaison, on prononce les lettres, PDG, CV, RATP. D'accord? Bon. Alors là, on a la liste de formation des unités lexicales. Évidemment, il n'y a pas la polysémie là-dedans, puisque la polysémie, ce n'est pas une nouvelle unité lexicale, mais c'est un nouvel emploi d'une unité lexicale déjà disponible. Alors, ensuite, se pose la question de l'identification des unités lexicales construites. Dans tous ces cas-là, vous avez certains cas qui ne sont pas forcément construits. Lorsqu'on a un emprunt, on n'a pas une unité construite. Lorsque j'ai en particulier la dérivation affixale, c'est surtout dans ce cas-là, j'ai une unité, j'ai un mot qu'on appelle construit. Ce n'est pas un mot composé, parce que le mot composé, c'est ce que désigne, c'est un terme qui s'emploie pour des unités polylexicales, donc constituées elles-mêmes d'unités lexicales, donc j'utilise le terme de mot construit pour ces cas-là, les dérivations affixales. Et alors là se pose la question de savoir dans quel cas je peux vraiment découper le mot. Par exemple, si vous comparez détordre et déterminé, on voit bien intuitivement, avant d'entrer dans les détails, qu'il y a une différence entre détordre et déterminé. Dans les deux cas, j'ai dé plus un verbe. D'accord ? Tordre d'un côté, détordre, terminer de l'autre, déterminer. Sauf que, si je mets ensemble tordre, si je mets ensemble dé et tordre, j'obtiens effectivement quelque chose qui a un rapport avec le sens de tordre. Détordre, c'est faire le processus à l'envers de tordre, quoi. C'est comme défaire, etc. D'accord ? Tandis que dans déterminer, on va avoir beaucoup de mal, en français en tout cas, à obtenir le sens de déterminer à partir du sens de terminer. Donc déterminer ne doit pas s'analyser, tout au moins en synchronie, en dé plus terminé. Attention. Pourquoi ? Les trois critères sont les suivants. Il faut d'abord, c'est ce qu'on appelle la paradigmaticité, que chaque segment existe dans d'autres unités lexicales. Bon, alors dé et tordre, là ça marche pour détordre et déterminer, puisque dé, je l'ai dans plein d'autres unités lexicales. Terminé, je peux l'avoir aussi, tordre est autonome, de toute façon terminé aussi. Donc, dans les deux cas, j'ai une impression de paradigmaticité. En revanche, je n'ai pas la compositionnalité ici. Le sens de l'unité lexicale, c'est l'idée de la compositionnalité, doit résulter du sens de ces segments constituants, tout au moins être en relation directe. Résulter, c'est peut-être trop dire. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur le potelet et sur dépoussiérer. Dès que j'ai une unité lexicale, j'ai quelque chose de plus que simplement la combinatoire du sens. Mais j'ai quand même une relation. Donc là, ça marche avec détordre, parce que j'ai bien un rapport de sens évident entre tordre et détordre. Mais comme je vous le disais il y a un instant, je n'ai pas de rapport de sens direct entre terminé et déterminé.
En latin, si je parle de déterminare, oui, ça marche la décomposition, mais pas en français. Bien, et puis le dernier critère, c'est la minimalité, c'est-à-dire que quand une unité lexicale construite, il faut que je la décompose jusqu'à ce que je ne puisse plus du tout décomposer. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à la distinction entre synchronie et diachronie. Ça n'est pas parce que quelque chose est analysable en diachronie que ça fonctionne en synchronie. Quand on parle du caractère construit d'un mot en synchronie, ça signifie que le locuteur dans la synchronie considérée, bon, par défaut, on parle toujours du français contemporain, disons, français récent ou contemporain, on suppose que les locuteurs perçoivent le mot, perçoivent les différentes unités composantes du mot. S'il faut des connaissances historiques pour les repérer, ces unités, c'est qu'il n'y a pas de caractère construit du mot en synchronie. Et puis une deuxième remarque, mais ça je vais très peu en parler, il y a des variations morphologiques possibles dans le cas de la préfixation notamment. Vous voyez le préfixe négatif 1, in, a la forme il dans illégal, im dans impossible, ir dans irréel, mais c'est à chaque fois le même préfixe en réalité, qui a des formes différentes. Alors dans ce cas-là, on parle d'allomorphe. Alors, je vais vous donner quelques exemples à partir de la dernière édition du Petit Robert, donc le Petit Robert 2020, qui à chaque fois, chaque année publie, et vous pourrez retrouver l'ensemble, je vais juste en commenter quelques-uns avec vous, mais vous pouvez retrouver l'ensemble sur ce lien, les mots nouveaux du Petit Robert. Et donc on va voir un peu, ce sont des mots nouveaux, n'existaient pas avant, donc la question se pose de savoir si on les comprend ou pas, et comment ils sont formés. Comment on a formé ces mots nouveaux qui sont apparus là en 2020. Une remarque préalable, quand il y a des mots nouveaux dans le dictionnaire, ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'il a fallu en enlever. Alors ça, sauf erreur, mais je n'ai pas vraiment bien cherché, mais je ne crois pas que le Robert communique sur les mots nouveaux. Il donne dans la presse des informations sur les mots nouveaux qu'il a intégrés dans son dictionnaire. Mais je veux dire, le volume du Petit Robert, il a toujours à peu près le même nombre de pages. Donc si on met des mots nouveaux ou des sens nouveaux, il a fallu en enlever des mots qui étaient dans l'édition précédente. Mais ça, on ne sait jamais trop quels sont les mots qui ont été enlevés. Alors, premier exemple, boboiser. Alors, je vais vous poser à chaque fois 2-3 questions. Boboiser. Qui parmi vous a déjà lu ou entendu ce mot, ce verbe? Oui, vous? D'accord. Ah, vous aussi? D'accord. Vous êtes plusieurs à avoir déjà entendu l'emploi de ce verbe. Et qui a une idée de ce qu'il signifie? Oui? Rendre un endroit bobo. Voilà, rendre bobo. Alors effectivement, c'est plutôt un endroit, compte tenu de l'exemple, le plan d'aménagement a boboisé le quartier. C'est un synonyme d'embourgeoiser, gentrifier. Et il y a aussi devenir bobo, un festival qui se boboise. Donc on a même le dérivé boboisation, qui est donc là construit sur bobo. Alors il faudrait, bobo existait déjà dans le dictionnaire, donc c'est l'abréviation, si je me souviens, de bourgeois bohème. Mais ici, on a une formation par suffixation, isé, à partir d'un nom existant, bobo. Bien, deuxième exemple. Cadoter. Vous l'avez déjà entendu? Ah oui, pardon. Allez-y. Alors, la formation de bobo, ça va être, à mon avis, on peut l'analyser comme alicament. Comme alicament, c'est-à-dire,
il y a à la fois trocation, si on considère que bobo vient de bourgeois bohème, mais alors après, je sais pas, il faudrait vérifier, mais hein? Je pense que oui, mais j'ai pas vérifié, parce qu'il y a peut-être plusieurs hypothèses, je ne sais pas. Mais bon, c'est ce qu'on dit en général. Hein. Donc dans ce cas-là, ça veut dire on a tronqué bourgeois, on a tronqué bohème, et on a mis ça ensemble. Donc bobo. D'ailleurs, dans certains milieux très populaires, on ne comprend pas bien et on mélange. Et j'ai déjà entendu des personnes dire des bio-bio. Hein, parce qu'il y a une sorte de mélange entre le mode de vie bio, etc., et le fait d'être bobo. Donc ça marche assez bien, les bio-bio et les bobos. Ça, voilà. Bon, bref. Alors, cadoter. Est-ce que qui parmi vous a déjà entendu ce mot ou lu ce mot? Oui, ah, vous me surprenez. Et qui l'a déjà utilisé? Oui. Alors, vous sauriez dire ce que ça signifie? Offrir un cadeau, donner un cadeau. Et dans quel contexte vous avez lu ça? On parle de nouveau mot qui représente Ah, d'accord. Vous en avez entendu parler à propos des nouveaux mots. D'accord. Mais personne ne l'a déjà employé ou entendu dans la conversation quotidienne. Bon, on devine facilement ce que ça signifie. Boboiser, vous avez deviné facilement aussi. Hein. Cadoter, on devine facilement que ça vient de cadeau. Et offrir un cadeau à quelqu'un, mais vous voyez que c'est rare ou régional. C'est un mot apparemment qui est présenté comme étant plus d'usage du français régional, enfin du français en Afrique. Offrir un cadeau à quelqu'un, cadoter sa famille, cadoter quelqu'un d'un livre, faire cadeau, don de. C'est elle, la Chine, qui nous a cadoté les hôpitaux. Bon, alors, c'est sûr que c'est pas du tout un emploi de français standard, si j'ose dire, hein. Mais vous voyez que le petit Robert inclut des mots français du monde, hein, c'est-à-dire de la francophonie en général. Donc, on a un mode de formation à partir du nom cadeau, et vous voyez que les auteurs du dictionnaire ont relevé chez Flaubert l'existence de cadoter. Hein, bon, donc cet emploi a existé à un moment donné, c'est peut-être un apax, je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais bon, en tout cas, on comprend très facilement. Et là aussi, on voit qu'on a un verbe fabriqué à partir d'un nom. Alors, là, il n'y a pas de suffixe, attention, hein, c'est une sorte de conversion, c'est-à-dire on a transformé cadeau en verbe, mais on a juste ajouté un T euphonique, parce qu'on peut difficilement dire cadeauer, hein, mais il n'y a pas vraiment un suffixe. Alors, ça c'est facile, le coworking, ça je pense que tout le monde connaît, tout le monde l'a entendu, c'est un emprunt, hein, mais cette fois-ci, donc c'est un anglicisme. Le mot est construit en anglais, hein, co et work. Mais on ne peut pas considérer qu'il est construit en français, d'accord ? Donc fait pour des professionnels indépendants de partager un même espace de travail, espace de coworking. Alors, espace de travail partagé, la recommandation officielle co-travail. Donc vous voyez que le dictionnaire inclut, le petit Robert inclut une recommandation pour éviter l'anglicisme. Hein, un espace de co-travail. Bon, mais je ne sais pas si c'est tellement utilisé. Ça, on ne peut pas prévoir, hein, que... Alors, d'autres exemples qui sont apparus, 10. Alors, vous voyez, là, c'est une formation un peu curieuse par troncation. Hein. Les 10, ce sont des troubles cognitifs, c'est-à-dire c'est un groupe de pathologies, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Donc là, c'est un mode de formation vraiment par troncation. L'AT, c'est un emprunt. Hein. Vous voyez qu'il apparaît... dans le dictionnaire seulement maintenant, mais bon, voilà. Mais dès 98 au Canada, bon, mais ça n'était pas encore dans le français. Malaisant, qui est curieux, mais qui existait en ancien français, manifestement, malaisé.
gêné, incommodé. Là, on comprend aussi très facilement, hein, même si on l'a jamais entendu, c'est malaisant, au sens de ça met mal à l'aise, une situation malaisante, dérangeante. Alors, vous voyez qu'on a ici aucune notation comment dire, aucune indication disant que ce serait un emploi familier, un mot familier, ou etc. Il est présenté, malaisant, comme un mot de la langue française qui était régional, hein, 95, difficile, malaisé, régional, mais qui est aujourd'hui présenté comme un mot de la langue française, comme tous les autres, si j'ose dire. Hein. On le trouve quand même encore assez peu, je trouve. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais oui. À l'oral? Ah oui, au lycée déjà, vous utilisiez ça? D'accord. Oui, oui. Oui, non, mais pour que ce soit installé dans le Petit Robert, il faut qu'il y ait eu un usage antérieur quand même assez... Oui? Oui. Oui, oui, oui. Alors là, ça n'est pas indiqué. Vous voyez, ici, pour l'athée, curieusement, apparemment, il est apparu dans les dictionnaires de français au Canada plus tôt qu'en France, mais on aurait pu avoir cette information pour malaisant aussi. Ok, alors, quelques autres exemples. Ici, monoroue. Donc, bon, on voit bien hein, la nécessité d'inventer un mot nouveau pour ces réalités nouvelles, hein, c'est-à-dire ces véhicules qui ont une seule roue, un monoroue. Alors, bon, on pourrait hésiter, hein, on dit un monoroue, mais le mot roue est féminin, donc pourquoi pas une monoroue? Bon, il se trouve que c'est le masculin qui est en usage. On comprend très facilement également ce que ça signifie, hein, puisqu'on a l'information mono qui signifie un seul. Bon, là, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances très approfondies des langues anciennes pour connaître le sens de ce mot. Donc, il y a une certaine transparence aussi. Alors, gyropode était apparu il y a un an ou il y a 2 ans, je crois. Ça désigne, vous savez, donc gyropode, là c'est un peu plus compliqué, hein, parce que là on a vraiment un mot avec formé sur des éléments grecs. C'est, vous savez, ces espèces de moyens de transport qu'utilisent les agences de tourisme souvent pour visiter les villes, où on est debout avec une espèce de guidon et on l'utilise pour visiter. Bon, bref, je ne vous ai pas montré d'image. Alors ensuite, qubit. Mot valise anglais, quantum et bit. Donc c'est une unité de mesure de l'information en informatique quantique. D'accord? Alors là, on voit que le mode de formation, c'est un mot valise anglais hein, qui a été emprunté. Donc on a un emprunt à partir d'un mot valise. Scroller, bon, voilà, maintenant, je pense que tout le monde comprend bien ce que ça signifie. Mais vous voyez que le mot est aussi en ancien français, enfin toute une forme du mot. Hein. Bon, mais ça c'est un emprunt qui est complètement intégré à l'usage. Et alors très curieusement, j'ai mis cet exemple parce que j'étais très surpris que ce mot n'apparaisse que à ce moment-là, sinophone, quelqu'un qui parle chinois. Bon, je veux dire, ça on comprend immédiatement puisqu'on a à notre disposition francophone, anglophone, etc. Bon. Donc ça, ce sont des mots très transparents. Alors là, ça se complique un peu. Vidéo-verbalisation. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, je suppose que vous ne l'avez jamais vu ou entendu. Est-ce que vous avez une hypothèse d'interprétation? Oui? Vous pouvez dire un peu plus fort? D'accord. Alors, en réalité, c'est une verbalisation effectuée à l'aide d'une caméra de surveillance. Donc là, on est déjà dans un mot un peu moins transparent.
on comprend bien verbalisation, vidéo, mais ça laisse ouvert un certain nombre de possibilités. Une fois qu'on a le sens du mot, oui, on comprend. Hein. Vidéo-verbalisation, ça va être, je sais pas moi, quelqu'un qui vole un sac dans une voiture, dans un parking où il y a une vidéo, on peut le verbaliser en disant on vous voit sur la vidéo, et donc c'est de la vidéo-verbalisation. Bon, je ne sais pas si ce mot était vraiment indispensable, mais en tout cas, il apparaît. Transphobie, là, tout le monde connaît, hein, les mots en phobie se sont développés terriblement en français ces derniers temps. Et alors ça, pour terminer, est-ce que vous connaissez la vitologie? Pourtant, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent sans le savoir. Alors la zytologie, c'est l'étude de la bière, de sa production et de son histoire. Mais alors là, c'est pas du tout transparent parce que ça vient du grec zytos, bière. Bon, alors on ne peut pas forcément le deviner. Mais enfin, bon, la prochaine fois que vous ferez une soirée, vous pourrez dire que vous venez parce que vous êtes passionné de zytologie. Ces exemples, je les ai choisis pour que vous puissiez constater qu'il y a, pour ces mots nouveaux, bon, dans le cas où vous connaissiez déjà, évidemment, ce n'est pas le cas le plus intéressant, mais quand vous n'avez jamais entendu les mots en question, il y a deux choses l'une, soit vous pouvez deviner le sens du mot et vous ne vous trompez pas, soit vous vous trompez un peu, comme dans vidéo-verbalisation, mais c'est quand même un peu en lien, soit c'est absolument impossible à deviner, comme dans zytologie. Donc en fait, cette possibilité de deviner le sens du mot à partir des unités qui le composent, puisqu'à chaque fois, évidemment, j'ai choisi des noms construits, ou des emprunts. Hein. Donc vous voyez, les emprunts, évidemment, c'est facile quand ce sont des emprunts à l'anglais. Dans d'autres cas, c'est un peu plus compliqué parfois. Mais on a des degrés, on a plus ou moins de facilité à deviner le sens du mot à partir des unités qui le composent. Eh bien, c'est ce degré de transparence du mot que l'on appelle le degré d'iconicité. Hein. Un mot très iconique va être très transparent, enfin c'est une façon technique de dire qu'il est très transparent, et peu iconique, peu transparent. Donc c'est ce qu'on verra à partir de la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie de votre attention, et donc à la semaine prochaine.